commencer. Donc, bienvenue à cette série de conférences sur la mondialisation face à la crise. C'est la conférence numéro 5. Et donc, c'est la première de l'année 2021. Donc, je vous souhaite à tous une bonne année si c'est encore possible de le faire le 29 janvier. Donc, aujourd'hui, on a trois conférences. On a une première conférence du professeur Daniel Drache de l'Université York. On a une conférence de Mathieu Perron-Dufour de l'Université du Québec en Outaouais. Et nous aurons une conférence aussi de Zacharias Surgo, chercheur associé au CEPSI de l'Université de Laval. Donc, ces grandes conférences aujourd'hui sont organisées en conjonction avec le CIM de l'UQAM et le CEPSI de l'Université Laval. Et donc, on peut passer avec la première conférence de M. Daniel Drache. Je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup et bonjour à toutes et tous. So my talk is called Beyond Liberal Internationalism. Here be dragons. The current global crisis resembles a 16th century map of the known world at the time. At least metaphorically, many dangerous unknowns, hic sunt dragones, loosely translated as here be dragons. We don't know, for instance, if the liberal Bretton Woods institutions will survive the current economic scarring. We don't know when global economic growth will push the restart button and recover. We don't know if the paralyzed WTO has a future in the world's trade as the world's trade COP. We don't know if the WHO will gain strength and influence as it coordinates global health response to the coronavirus. We don't know if the EU will seize coronavirus vaccines produced in Belgium and under contractual obligation for use in the EU. We don't know what will replace multilateralism as one of the pillars of the international order. There's a lot of unknowns. We don't know how the US, China, and the EU will address the growing problems of international anarchy. We don't know if the Biden presidency is going to revoke all the unilateral imposition of tariffs on the EU, Canada, China, and other countries. We don't know if the populist tidal wave that has elected more than 24 governments across the world since 2016 will frame electoral politics in the global north and the global south for the next decade. So think about this. 24 governments. Remember, think Modi, Orban, Putin, Trump, Netanyahu, Johnson, Duterte, Duda, Bolsonaro, Obrador, Morales, Maduro, and the list, of course, is much longer. We don't know if it is a good or bad thing that liberal internationalism continues to transition to a nakedly each nation for itself system of international cooperation. So, we don't know if we're at the beginning of the cycle where a nation-state-centered system is on the rise with new forms and practices, and multilateralism has no capacity to renew itself.
we have seen countries are still cooperating, cutting more big tent commercial deals than ever, and that the IMF, led by Kristalina Georgieva, has called on governments to abandon constraints on public spending and to boost public investment. She calls on policymakers to take urgent, coordinated steps to deliver investment in digital technology, infrastructure, and the environment. Quote, "We are desperate that productivity has to go up, investment has to go up. We have to be decisive. We have to act together. There is no going back to neoliberalism. No going back to neoliberalism." So far, countries have spent $14 trillion rescuing the global economy from the worst crisis of the past 100 years. But the developing world needs an even bigger response to the global, to the pandemic and the economic crisis. The only certainty of all my questions is that today is a good time for autocrats and everything else is up for grabs. So what I want to do is we explore briefly different structural forces that are impacting, degrading, transforming, reshaping the world beyond liberal internationalism. I also want to make some comments on this once in a lifetime global paradigm shift. We also have to think about 3 international trade agreements that have recently been signed as examples of challenging innovative state practice. If I have time, I will comment on some brief lessons learned. So, what is up for grabs systemically? Firstly, Ian Bremner has recently argued that the idea of breaking the system should not be dismissed as an impossible goal to accomplish. In fact, we are witnessing the beginning of a highly disruptive era defined by a return to an older understanding of sovereignty and autonomy. He argues that this rebooted order is driven by an intense inward focus of every nation for itself. The practical consequence is that each nation defines its national interest with little regard for the collective security and economic reciprocity in the global community of nations. With fewer embedded ties that bind the different international organizations, this emerging nation-centered system accords higher value to national sovereignty than the liberal international order. It is based more on agreements among nations and less on the promotion of individual rights, democratization, free movement of people and goods, and the quest for democratic governments. This return of the state is happening because the speed of global commerce has outpaced the institutions of global community. Populists are exploiting the fear about the uncertainties of interdependence and citizens' primary allegiance to the state. But we must stress the essential point here that in an era of deep integration and rising inequality, the state paradoxically
has become more important because people feel threatened or left behind. In a time of global shifts, interstate rivalry pushes the state to think more carefully about its industrial strategy. It must also take more responsibility to row and steer the economy through the economic crises and recessions. Voters want a state that can protect the public interest from the predatory behavior of ruthless actors, from hedge fund managers, from hostile dictators. The populists come to power promising to be ambitious and proactive in many areas of social life. They were going to sweep out corrupt bureaucrats, clean up cities, stop the flow of drugs, and bring back jobs from China. Of course, they haven't. At its simplest, liberal democracies are about community, the rights of the individual, and holding elites accountable. Capitalism is about individual ambition, providing for the family, and a promise of a better life. These two primary forces are now on a collision course. Populism has attacked the legitimacy of electoral politics and challenged laissez-faire international capitalism. We need to think clearly about whether populism is the spore of liberalism's failure to deliver on its promises and rein in out of control globalization, or for the populists, is it the other way around? They are the progeny of the underground fires in liberal democracies raging out of control against newcomers and racial minorities. True believers, authoritarian leaders, the megaphone of social media are a toxic cocktail. Across the globe, voters support parties who are winners, and populists repeatedly win elections. Their divisive policies weaken and degrade liberal democracy and have attacked the international order because all politics is local at the end of the day. And for the ordinary voter, globalization has produced millions of losers who have lost their jobs and suffered dramatic drop in the standard of their living. The populists have a ready-made constituency to put the nation state first and the international economy second. So that's the major challenge of the crisis. So the next thing I want to talk about briefly is what I think hasn't been given enough notice, and that is the role of global governance institutions. So I don't know if I'm 100% right, and it'd be interesting to get some feedback. So what has struck me as unique in the context of the global crisis is that the neoliberal institutions, the IMF and the World Bank and the WTO, but rather the first two, that they have responded in a way to the global crisis, which I think has taken a lot of us, has startled a lot of us. And what is significant, or what may be significant, is that the IMF and the OECD
as well as the European Bank, are led by 3 women. So we should think about this. Kristalina Georgieva, head of the IMF, never went to an American economics school for advanced study. Lawrence Boone, chief economist of the OECD. Christine Lagarde, head of the European Central Bank. And of course, Merkel, who still holds the rotating chair of the EU and is the moving force behind the EU decision to pass the rescue bill of 1.7 trillion euros, is the driving force behind this ad hoc coalition of women leaders. So 10 years ago, we talked about a lot about a paradigm shift, maybe driven by technology, maybe driven by trade, maybe driven by a combination of different global forces. But today, significantly, Monsieur Daniel, il faudrait peut-être conclure. Yeah. Yeah. But today we are transitioning to a neo-global Keynesian set of priorities to do things differently. So the new priorities, the new framework is to invest in people, which will help better shape the economy in a post-crisis world. So I will just conclude with what is the message. The message is no going back. This is a mini manifesto calling for a different world. We cannot go back to a low growth, low productivity, high inequality, and worsening climate crisis. We need to look ahead to the future where we do things differently. So that's the fragment of my talk on a perspective on the global crisis. And the final chunk is really on new trade agreements, quite different from the Anglo-American model that we have looked to for the past 20 years. So the EU-China model, the China's RCEP regional economic partnership, and the EU-UK trade deal represent new state forms and practices which are sui generis, innovative in some respects, provocative in others, open-ended, recasting the trade paradigm as we have come to understand it. It is a time of change, not a time of stasis. Thanks. Merci beaucoup pour votre conférence qui était très informante. On peut passer maintenant, retenez vos questions. Si vous avez des questions pour Daniel, on va avoir une série de questions, une période de questions à la fin de des 3 présentations. Donc, on peut passer à la présentation de Mathieu Perron-Dufour, qui est professeur à l'Université du Québec en Outaouais. À toi la parole. OK, parfait. Je vais essayer de vous partager mon écran. J'ai un PowerPoint. Là. Donc, c'est bon? Tout le monde, oui, tout le monde voit le PowerPoint? On peut le voir. Parfait. Bon, très bien. Fait que c'est super. C'était pas prévu, mais je pense que ma présentation va s'accorder quand même pas mal avec celle que Daniel Drake vient de faire. And so I'll do the presentation in French, but I'll have just this quick comment to start with. Maybe we can't go back to a low growth, low productivity growth world, but I don't think we can go back to a high growth world either, because the environment will just burst open if we do that.
Donc, alors ma présentation, en fait, c'est pour se dire comment, dans le contexte actuel, comment est-ce qu'on pourrait imaginer une réorganisation de la politique commerciale ou des pratiques commerciales pour assurer une transition écologique, pour ne pas retourner à une normale qui n'était pas tenable de toute façon, mais pour évoluer vers d'autres choses de plus intéressant. Puis à la fin, je vais essayer d'y arriver assez rapidement à la fin parce que c'est de ça que je veux discuter avec vous finalement, mais j'arrive à une suite d'alternatives qui vont vers graduellement une plus grande sortie du système pour y arriver. Donc voilà, bon, ben, je vais passer assez rapidement sur les questions de motivation, globalisation, commerce, système économique, étant donné le groupe avec lequel je suis aujourd'hui. C'est parfait, je ne suis pas obligé de vous raconter le modèle ricardien d'un bout à l'autre. Vous pouvez sans doute le dériver dans votre sommeil. C'est rare, cela dit. Généralement, il faut que je passe à travers. Pour en arriver justement à ces solutions-là. Donc, mon point de départ, c'était effectivement Trump aussi. Puis toute la question, pas que j'aie aucun amour pour le gars, là, mais toute la question par rapport au paradigme libéral traditionnel, puis la levée de bouclier que ça a entraîné pour la protection de ce paradigme-là. Puis la question, moi, qui me venait en tête en regardant ça, c'est de dire, OK, d'accord, on ne veut pas du Trumpisme, fine, mais est-ce que la meilleure réponse, c'est vraiment la réactivation du modèle qu'on avait avant, la réactivation du modèle de mondialisation libérale, où on ne pourrait pas essayer à la place d'essayer de transcender ça puis d'arriver dans un ailleurs meilleur, si on veut. Ça, c'est un premier point de départ. L'autre point de départ à côté, c'est voilà, ma belle boîte de biscuits danois de mon enfance. Mais surtout une boutade d'Herman Daly par rapport à ces biscuits-là, qui, lui, c'est un grand amateur aussi, puis qui se demandait, il n'y aurait pas moyen que les Danois nous envoient la recette plutôt que nous envoyer des bateaux pleins de boîtes à tout bout de champ. Il me semble qu'environnementalement parlant, ça aurait plus d'allure. Et la réponse, c'est que dans un système capitaliste libéral, non. Tout le système est fait pour envoyer des boîtes, pas pour envoyer la recette pour qu'on se les fasse nous autres mêmes. Ça peut être un problème d'un point de vue environnemental. Voilà. Donc, la nature systémique, je vais passer assez rapidement. On ne va pas se faire un cours sur comment est-ce que le capitalisme fonctionne, mais je voulais juste ressouligner 2-3 affaires. Si on conçoit le système comme étant de la valeur qui prend l'expansion par elle-même, c'est-à-dire un processus d'accumulation constant, puis qui est avec de l'argent qui est accumulé, réinvesti, puis qui prend de l'expansion à travers le temps, d'une part. D'autre part, donc, comme d'abord un système de production, mais un système de production qui cherche à toutes les fois toutes les opportunités qu'il peut de produire une nouvelle affaire, puis de la vendre, ou de s'approprier un nouveau truc, puis de la vendre. C'est ça qui fait sa force, c'est ça qui fait sa dynamique, c'est ça qui nous a donné la croissance extraordinaire qu'on a vue dans les derniers temps. Mais c'est donc pas un système d'allocation, c'est surtout pas un système d'allocation optimale comme on se la représente souvent en théorie économique. C'est d'abord un système de production qui est extrêmement dynamique, mais qui, évidemment, nous amène tout un paquet de crises en même temps. C'est aussi un système décentralisé qui fonctionne sur la base d'entreprises qui décident chacune de leur bord qu'est-ce qu'elles veulent faire. Donc, on n'a pas une sorte d'optimisation à travers les marchés, puis une allocation optimale des ressources qui serait là simplement en ayant le juste prix. Même si on s'occupe des externalités, c'est pas ça qu'on a. D'abord parce que, pour de vrai, les êtres humains, ce n'est pas des êtres maximisateurs, mais aussi parce que, de manière générale, les institutions individuelles qui mènent le système n'ont pas un horizon de planification sur 1000 ans. Ils ont un horizon de planification puis de profitabilité qui est très court. Et puis à ce moment-là, dans la mesure où il y a une certaine maximisation, elle se fait sur cet horizon-là, puis pas par la suite. Donc, il faut tenir compte de cet aspect. Voilà. Donc, la rareté relative n'est pas sur toute l'utilisation qu'on pourrait faire du pétrole, encore une fois, dans les 1000 prochaines années. Elles sont qu'est-ce que je peux faire jusqu'à temps que les actionnaires viennent recogner à ma porte aux prochains 6 mois pour avoir un bon bilan financier. Et voilà. Puis donc, on a tout un paquet de rapports de pouvoir. C'est très bien. Fait que grosso modo, voici mon deuxième support imagé de ma présentation. Capitalisme, on peut voir ça comme une sorte de whack-a-mole. Puis pour les gens qui n'ont pas été dans une arcade récemment pour jouer à ce jeu-là, le concept, c'est qu'on a un maillet puis on cogne sur la tête de chiens de prairie qui essayent de sortir.
Puis l'idée, c'est qu'à toutes les fois que tu en assommes un, tu assommes un écureuil, tu assommes un chien de prairie, il en sort deux par à côté qu'il faut que tu réassommes, puis constamment. Fait que donc, l'idée, c'est que le gouvernement peut bien mettre des garde-fous, peut bien réguler tout ça, mais à toutes les fois, les institutions individuelles, comme on a dit tantôt, essaient de retrouver d'autres opportunités à gauche, à droite, de refaire des nouveaux trucs. Encore une fois, c'est ça qui rend le système dynamique. Ce n'est pas juste négatif tout ça, mais il faut tenir compte de cet aspect-là quand on parle du système. Donc voilà, une sorte de whack-a-mole, une dépendance à la croissance. Voilà. Donc, moi, j'essaie de me demander, OK, parlant de choses que l'État peut faire, si on règle la politique, la politique commerciale, est-ce qu'il y a moyen de mettre en place certaines institutions, certaines pratiques qui nous permettent d'aller ailleurs, compte tenu de qu'à la base, ce qu'on a comme dynamique économique, c'est celle-là comme dynamique sous-jacente. Donc, comme deuxième partie, mondialisation, commerce, là aussi, comme je vous disais, je vais pas assez vite, étant donné l'assemblée que j'ai devant moi. Mais je voulais passer quand même une couple de minutes juste pour qu'on se débarrasse pour de vrai et pour de bon des fantaisies ricardiennes. On a la représentation du commerce international, la théorie du commerce international qui nous est donnée généralement en sciences économiques, c'est des pays qui échangent entre eux autres selon une sorte d'avantage comparatif, fait que tout le monde se retrouve à faire ce qui est capable de faire le moins pire, ou en tout cas le mieux, ou en tout cas le moins pire. Mais c'est pas de même que la vie marche. Là. En pratique, les États peuvent mettre des barrières, les changer, permettre certaines choses ou interdire certaines, mais ils n'échangent pas entre eux. C'est qu'à l'intérieur de cet ensemble de règles-là, c'est des entreprises qui échangent avec d'autres entreprises ou même par elles-mêmes. La plupart du commerce, une grande partie du commerce, c'est des trucs intra-compagnie. Mais au-delà de ça, c'est donc des beaucoup plus petites entités qui échangent entre elles. Donc, voilà. On a des chaînes de valeur planétaires et des entreprises qui ont donc organisé une production à l'échelle du globe. Si on lâche l'analyse par pays, on se retrouve avec un modèle qui est beaucoup plus proche d'un modèle d'avantage absolu. On remonte comme à Smith à quelque part là-dedans. C'est-à-dire que s'il y a une entreprise qui a des coûts moins grands qu'une entreprise étrangère qui a des coûts moins grands que l'entreprise domestique, elle peut juste rentrer puis prendre le marché puis c'est tout. Ce n'est pas une question d'avantage comparatif d'un pays ou d'un autre ou d'une structure productive au complet. C'est simplement une question de concurrence entre les compagnies sur la base de coûts unitaires et on a à ce moment-là des avantages absolus. Donc, si c'est l'avantage absolu qui domine, le commerce va pousser à une spécialisation, mais à une spécialisation qui exacerbe les inégalités, les disparités de départ. Ça nous ramène à certaines choses qui étaient mentionnées dans la première présentation. Il y aura nécessairement des perdants. Les pays du Sud se spécialisent généralement dans l'extraction de ressources ou la petite manufacture, à part s'il y a une grosse intervention, comme en Asie du Sud-Est. Voilà. Et puis, j'aurai un petit exemple tantôt en Nouvelle-Zélande où j'ai passé une bonne partie de l'année dernière quand j'étais en sabbatique, si jamais on a le temps. Mais grosso modo, donc, on se retrouve avec un espèce de modèle où les entreprises organisent la production à l'échelle du globe. On a des chaînes de valeur segmentées, on a du transport qui finit plus, on a des circuits qui s'allongent et on a une financiarisation de tout ça. Voilà. Ça ne veut pas dire néanmoins que les entreprises s'émancipent complètement des États. Ils ont encore besoin des gouvernements pour les aider à fonctionner dans tout ça. C'est tout vrai. Bon, là, j'ai un argumentaire, ça je passe vite, sur le fait que le commerce, c'est à la fois un vecteur de croissance puis d'émancipation, mais c'est aussi un vecteur de dépendance. On en dépend pour la consommation. Ça ne veut pas dire qu'on ne reçoit pas ce dont on a besoin quand on est capable de payer, mais ça veut dire qu'on a besoin que les frontières restent ouvertes pour que ça marche, par exemple. On l'a vu un peu pendant la COVID par rapport à plein de choses. Dépendance pour un modèle économique extractiviste, c'est là qu'on se fait pousser par cette spécialisation-là. Dépendance pour le niveau de vie, dépendance politique. Puis, on parle beaucoup du pétrole au Canada, mais en Nouvelle-Zélande, ils sont passés, avant la libéralisation du début des années 70, il y avait une économie très diversifiée à travers un 100 ans d'opérations, de politique volontariste, de politique de concertation keynésienne et tout ça. Et ils ont libéralisé en dedans de 20 ans. Ils se sont retrouvés avec une économie qui faisait principalement du mouton. Au bout de 25 ans, maintenant, ils font principalement du lait. Je pourrais vous montrer s'il y a des questions tantôt, là.
mais je pense que 25 ou 30% de leurs exportations, c'est du lait en poudre, de la caséine, du beurre, des affaires de même. Ils font juste du primaire. Ils font aussi un peu de secteur tertiaire, mais si on regarde leur secteur bancaire, ils sont fait acheter leur secteur bancaire par les Australiens. Ils dépendent complètement de l'Australie pour ce qui est de l'entièreté de leurs opérations bancaires. On le voit ici avec le jaune. Le petit bout de 8, là, le 8% qui possède encore, c'est le gouvernement qui a aidé à partir une banque, la Kiwi Bank, parce que il y avait un problème de type Trump. La population est en train de se rebeller contre le fait que les Australiens sont partout. Fait qu'ils ont dit non, d'accord, on va en faire une nous autres aussi, mais au final, c'est minuscule la Kiwi Bank. Là. OK. Donc, puis là, je passe pour toutes les questions des perdants du point de vue des travailleurs et puis tout ça. On pourrait y revenir, mais ça a déjà été mentionné. Pour passer au point central ici, environnement et commerce, est-ce que ce système-là que je viens de décrire peut nous donner une possibilité de transition écologique pour vrai? Si on écoute l'OCDE, on dit oui, il y a une espèce de représentation du fait que si tout le monde se spécialise, on alloue de manière optimale les ressources, puis à ce moment-là, il y a moyen d'avoir des circuits d'avoir une espèce d'économie circulaire où on produit à une place où est-ce que ça coûte le moins de ressources, on recycle à une autre place, on consomme où est-ce qu'il y a des besoins. Puis ça a l'air de nous représenter un truc qui, environnementalement parlant, serait intéressant. Sauf qu'en fait, on lit le truc de l'OCDE puis on a l'impression de lire un vieux document de l'URSS qui nous représentait leur système commercial de spécialisation entre pays. On va tout faire ça, mais on va se distribuer ça. C'est pas de même que ça marche. Là. On n'a pas des pays qui se spécialisent en fonction de s'ils sont bons pour recycler ou pas. Ils se spécialisent en fonction de est-ce que ça coûte pas cher recycler ou pas, ou maintenant produire ou tout ça sur la question des coûts. Puis une bonne partie des coûts, de la diminution des coûts, se fait en rognant les trucs de l'environnement. Donc moi, mon hypothèse, c'est que l'espèce d'image que l'OCDE nous donne, c'est pas vrai. Grosso modo, donc, pour faire court, ça semble impossible que le libre-échange ou que cette mondialisation libérale-là puisse générer une économie circulaire à une échelle pertinente. Donc, comme je redis ici, la chose de l'OCDE, ça ressemble à une planification centralisée à l'échelle du globe. Fort bien, mais ce n'est pas ça le système qu'on a en ce moment. Ce n'est pas que c'est impossible à faire, mais il faudrait qu'on ait un changement fondamental. OK, fait qu'est-ce qu'on peut faire à la place dans cette zone-là? Je vais vous mettre quelques alternatives. Je vais vous lancer ça un peu en vrac, puis ensuite, on pourra avoir une discussion tous ensemble par rapport à ça. Premier point, essayer d'éviter le dumping environnemental. On a beaucoup de recherches qui nous indiquent que la libéralisation du commerce, ça nous amène une augmentation de l'impact environnemental de la production, que les clauses environnementales des accords n'ont pas d'influence significative, même s'il y a plus de collaboration ou tout ça. Au final, en termes quantitatifs, on ne voit pas tant de différence. On peut toujours mettre des taxes carbone, ça c'est le truc de Bertram en bas, sauf qu'une taxe carbone, évidemment, ça nuit à nos producteurs versus les producteurs voisins, donc il y a une résistance à l'interne, à moins qu'on mette un ajustement à la frontière pour rembourser nos producteurs pour qu'ils restent concurrentiels par rapport aux autres, et on taxe ceux-là qui essayent de rentrer. Cependant, ce n'est pas clair du tout qu'on a le droit de faire ça dans le droit. Il y a l'article 20 du GATT qui, théoriquement, pourrait permettre ce genre de taxe-là puis d'ajustement à la frontière, mais ça n'a jamais été mis en cours pour l'instant. Mais ça, cela dit, il y a certaines personnes qui poussent très fort pour ça, puis on va peut-être voir une décision juridique par rapport à ça bientôt en Europe. Il y en a qui poussent pour ça là-bas. Fait que ça, c'est une première alternative qu'on pourrait croire, mais ça touche juste le carbone puis certains trucs assez précis. OK, deuxième chose, on pourrait essayer de diminuer la taille des circuits, faire ça plus local, minimiser le flux de ressources, étiqueter en fonction de certaines pratiques, mais évidemment, la souveraineté du consommateur, le problème, c'est que le consommateur, il passe son temps à aller chercher de l'information qu'il n'y a pas vraiment. La dernière fois, quand je faisais mon PowerPoint, j'essayais de recenser combien d'organismes de certification qu'il y a. Là, il y en a 450. Il faudrait aller voir c'est quoi les critères de chacun de ces organismes-là, sur quoi ils se basent, sur quoi si. Moi, je pense que c'est plus une fantaisie que d'autres choses, l'histoire de la certification. On peut même mettre un logo sur quelque chose, mais ce n'est pas clair du tout qu'on est capable d'avoir une réelle image de ce qui se passe dans la production de ces affaires-là. C'est probablement préférable de planifier les relations commerciales à un niveau plus macro. Bon. Fait que si on se dit, OK, quand on planifierait cette politique commerciale-là, quel rôle on pourrait avoir? Bien,
on pourrait avoir un double rôle à la politique commerciale. D'une part, la création d'un contexte favorable à l'émergence de bonnes pratiques, donc l'imbrication dans une politique industrielle plus large et une protection de ces bonnes pratiques domestiques-là. C'est que si on veut, c'est une subordination de la politique commerciale à un objectif de transition écologique, à un objectif de transition peut-être systémique éventuellement. Puis donc, on veut une interface de commerce international qui reflète la définition de ces bonnes pratiques-là et qui permette par conséquent d'avoir des pénalités ou des choses comme ça, ou des restrictions commerciales en fonction du non-respect de ces bonnes pratiques-là à l'externe, mais surtout qui permet de mettre des prix relatifs et de compenser les producteurs domestiques qui, eux, font des bonnes pratiques. Peut-être que ça leur coûte plus cher, mais ils suivent le bon truc. Donc, de compenser ces producteurs-là pour le fait que les bonnes pratiques puissent ne pas être suivies ailleurs. Bon, alors, qu'est-ce que ça, par rapport au ailleurs, où est-ce que ça nous renvoie? Ben, là-dessus, moi, je pense, de mon avis personnel, c'est qu'on peut faire un peu de diplomatie par le commerce, là, mais grosso modo, ça va prendre des organismes délibératifs, des institutions délibératives fortes pour en parler tous ensemble. On n'y arrivera pas juste avec le commerce. Alternative 4. Donc, lier la politique commerciale, la sortir d'une question juste liée au prix, puis la lier directement au flux matériel et physique, parce que c'est ça qui est important au bout du compte. Je vois quelque chose qui clignote dans mon écran, donc je vais essayer de conclure relativement rapidement en 2-3 minutes, mais j'y arrive. Donc, lier ça à des flux matériels physiques parce que c'est ça l'enjeu, c'est ça les ressources, c'est pas une question de prix, c'est vraiment une question d'utilisation de ces réseaux-là, puis de le faire de manière pérenne, puis que ça puisse être durable. Donc, une incorporation du courriel des coûts d'utilisation de ressources dans les différents prix des choses qui sont échangées. Et bon, voilà, barrière en fonction des pratiques étrangères, je l'ai déjà dit. Évidemment, point central, on parle beaucoup de commerce, mais les accords commerciaux, c'est aussi, et peut-être surtout dans bien des cas, des accords d'investissement. C'est des accords de libre investissement à l'étranger, puis c'est ça qui permet cette structuration-là de la production économique à l'échelle du globe par les compagnies multinationales. Fort bien, encore une fois, mais probablement que si on veut un changement, on a besoin de contrôle de capitaux. Faut aller au-delà de la libre circulation des capitaux comme ça. Voilà. Petite mise en garde. L'espèce de repli à la Trump et à autre chose sur l'économie nationale, il faut faire attention. C'est pas parce que c'est national, c'est pas parce que c'est local que c'est particulièrement mieux. Fait que oui, on veut que ce soit local quand c'est possible pour réduire les circuits, tout ça, que ce soit bon. Mais c'est pas évident du tout que ta bourgeoisie locale ou que ta gang de producteurs locaux va structurer une économie d'une manière particulièrement verte. Donc, il faut quand même qu'il y ait une intervention directe. Donc, oui, l'économie nationale, fine, mais en soi et pour soi, c'est pas nécessairement un truc intéressant. Et voilà. J'y arrive. Donc, non, je vais sauter tout de suite là-dessus. En fait, c'est simplement pour dire que le gouvernement a quand même plus de chances d'avoir des leviers de négo face au capital domestique, mais il faut qu'il les exerce. Et puis, voilà, donc ma dernière diapo, c'est simplement de se demander si, une fois qu'on a pris en compte un peu tous les facteurs que j'aligne ici, on est capable d'avoir ce système-là à l'intérieur d'un capitalisme un peu moins libéralisé puis re-keynésianisé. Peut-être, peut-être pas. Puis si on va avec le peut-être pas, ben peut-être qu'on veut évoluer vers d'autres choses, comme par exemple des éléments de planification locale démocratique qui seraient faits par les communautés, pour les communautés, imbriquées dans différentes fédérations. Ça me fera plaisir. Il y a plusieurs modèles là-dedans. Je n'irai pas plus loin. Je vais repasser la parole à Eric. Ça me fera plaisir d'en parler. S'il y a des questions, alors merci beaucoup. J'espère pas avoir été trop rapide dans ma livraison. Parfait. Merci beaucoup pour cette présentation fort éclairante. Retenez vos questions et on va passer entre-temps à Zakaria, qui est chercheur au CEPSI de l'Université de Laval. À toi la parole, Zakaria. Oui, bonjour. Je vais donc moi aussi partager ma présentation. Alors.
Est-ce que vous pouvez la présenter en plein écran? Merci. Donc, en fait, je pars du principe que en fait, cette crise donc, a eu des effets, bien entendu, à la fois au niveau des structures mondialisées, mais aussi, en fait, c'est l'impact sur ces structures mondialisées, notamment au niveau du commerce, donc a effectivement induit d'autres impacts sur donc des crises ou du moins des situations déjà existantes dans certains pays, notamment les pays les plus vulnérables ou les pays extravertis du point de vue commercial, net importateurs donc de biens alimentaires. Et donc, ma présentation ici, c'est de montrer effectivement les implications de la pandémie sur la question de sécurité alimentaire donc, au Burkina Faso. Je vais rapidement passer sur la présentation du Burkina Faso, ensuite la situation pandémique et puis la question de sécurité alimentaire et les différents points d'impact. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu plus la présentation du Burkina Faso, en fait, c'est un pays, donc l'Afrique de l'Ouest, donc situé, mais un pays enclavé et donc qui se situe avec une bonne partie donc, de sa superficie dans le Sahel, caractérisée donc par un manque de ressources naturelles. L'économie principalement est basée sur l'agriculture et puis les revenus donc, des populations, c'est presque 80% de la population donc, sont liés, actifs du moins, sont liés donc, à ce secteur. Et puis, donc, il y a des revenus qui sont ce qu'on appelle généralement l'agriculture de rente, donc qui sont principalement donc, le coton et puis comment on appelle ça, le coton et les produits miniers. Maintenant, lorsque on regarde au niveau du développement, il y a eu beaucoup d'efforts au niveau du développement, mais ce développement dans ce secteur, donc le secteur agricole, est très lié effectivement aux questions de variation climatique et puis aux coûts effectivement mondiaux de produits d'exportation, donc les produits qui sont exportés. Comme je disais aussi, au niveau climatique, le climat du Burkina Faso donc, est traversé effectivement par une longue période de l'année par la sécheresse. Au niveau de la situation de la pandémie, en fait, le Burkina Faso s'en sort quand même pas mal au niveau du nombre de cas, déclarés en mars aussi 2020 par 2 premiers cas. Rapidement, il y a des dispositions qui se sont mises en place et puis le 21 janvier passé, donc le Burkina Faso comptabilisait dans ce cas-ci, je dirais que seulement 9 857 cas cumulés depuis mars 2020. Et puis, il y a eu 7 833 guéris, donc presque 80 et quelques %. Il y a eu effectivement, malheureusement 107 morts depuis le début de la pandémie. Effectivement, ce nombre est beaucoup remis en cause ou en question par effectivement les capacités de dépistage, le nombre de dépistage et donc les études effectivement évoquent ce problème de sous-estimation effectivement du nombre de cas. Donc progressivement, il y a eu donc un lockdown, donc une fermeture et un certain nombre de mesures qui ont été prises en compte et qui ont été mises en œuvre donc pour effectivement limiter la propagation du virus. Et donc dans un petit pays comme le Burkina Faso, où déjà
Avant donc la pandémie, on avait presque 1,2 million de Burkinabés qui étaient touchés par la question d'insécurité, notamment aussi avec la question d'insécurité donc, dans certaines régions comme le Sahel, le centre-nord et puis le nord-l'est, et le nord et l'est. Et il y a plusieurs déplacés liés effectivement à cette question d'insécurité déjà du Sahel. Cela, en fait, n'a pas été sans conséquence, effectivement, de mettre en place ces mesures-là. Et donc, on s'est retrouvé avec, effectivement, une situation déjà qui existait. Donc, comme on le sait, il y a 40% de la population donc, qui est sous le seuil de la pauvreté avec moins de 1,25 $ par jour. Et puis, avec la question de la mise en œuvre donc, de ces mesures barrières ou de ces mesures, effectivement, il y a eu une incidence assez élevée dans certaines zones sur le niveau, effectivement, le niveau de pauvreté. Comme on le voit ici, dans l'Est, par exemple, il y a eu une incidence de 97%. Dans le Sahel, par exemple, 68%. Et puis, au niveau, par exemple, du centre, où effectivement, on a limité la circulation. Il y a eu une incidence sur la pauvreté de presque 79%. Il y a la fermeture des frontières aussi et la question de la fermeture des commerces a entraîné en fait une croissance, donc une augmentation du taux de chômage dans certains endroits, donc dans certaines régions du Burkina Faso. Ce qui est aussi important, c'est de savoir que cette pandémie a limité aussi une manne financière liée à la diaspora qui effectivement n'arrivait plus. Et on a estimé à presque 15%, ce qui n'arrivait pas au Burkina Faso. Dû effectivement, en fait, de sa diaspora à l'étranger, ce qui effectivement n'a pas contribué à faciliter effectivement les populations locales, puisque ce transfert direct de la diaspora était en tout cas un bouffée d'air frais pour effectivement ces populations-là. Bien entendu, la production nationale aussi a été beaucoup impactée. Ce qui est important ici, c'est de savoir que, vu que la demande a été très forte, donc d'une part liée déjà à la crise existante, de la crise de sécurité, et d'autre part liée au fait que la crise sanitaire a limité effectivement et exacerbé les besoins en termes alimentaires, ben, on se retrouve avec une estimation de presque 140 en termes de croissance de besoins. Et donc, la croissance de la production n'est que de 104%. Donc, ce qui fait que ce déficit devrait être normalement importé. Et donc, selon, en fait, bien entendu, on est en deçà de ce qui avait été estimé par l'OMC qui parlait d'une diminution de 34% du commerce international. Ça n'a pas été le cas parce que la dernière estimation de la CUNICED était de 5,6%. Mais ce qui est important, c'est de voir au niveau effectivement de l'impact sur les denrées alimentaires. Le Burkina Faso importe 233 millions de dollars US, donc chaque année de produits alimentaires, dont le céréal, le blé notamment, et puis le riz. Avec effectivement cette question de crise qui s'est développée, donc notamment dans les pays d'Asie, parce qu'on est dépendant de la Thaïlande pour ces produits-là, notamment de la Thaïlande, de l'Inde, de la Chine.
Et donc, c'est cette situation donc, a limité effectivement, ou du moins à péjorer la possibilité effectivement, ou du moins à augmenter les coûts effectivement de ces biens de nécessité-là. Et donc, à créer une incidence en termes de pénurie dans le pays. Ce que je voudrais donc en conclure, c'est que cette fermeture donc, des frontières et des marchés a créé des limitations et aussi la limitation des déplacements en interne, a engendré donc une hausse des prix, ce qui a entraîné effectivement d'une part un accroissement majeur de l'insécurité dans le pays. Le nombre, on voit effectivement que le nombre de besoins alimentaires seulement en une année a doublé, donc est passé de 1,2 que j'avais dit à 2,5 millions de besoins. Et on estime que cela pourrait encore augmenter si toutefois la situation ne se stabilise pas. Et puis, cela pourrait encore s'aggraver, notamment si la question des criquets pèlerins venait encore à limiter la production intérieure. Et donc, c'est effectivement ce que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Je vous remercie. Bien, merci, Zakaria. Donc, on a eu 3 conférences très intéressantes et très éclairantes, bien recherchées. Si il y a des gens dans l'instance qui ont des questions, je vois que M. Chong a une question. Allez-y, vous pouvez prendre la parole. Votre micro, M. Chong. On ne vous entend pas. Votre micro est ouvert, mais on ne vous entend pas. Non, on ne vous entend pas. Peut-être on peut prendre une autre question en attendant que M. Chong... Des fois, c'est le fait de brancher les écouteurs qui bloque le truc. Il faut aller dans les settings pour jouer là-dedans. Pardon. Ou décrocher les écouteurs, ça permettrait peut-être. Ouais. Bon. Non, on ne vous entend pas, M. Chong. Peut-être décrocher vos... Peut-être déconnecter vos écouteurs? Non? OK, on peut peut-être prendre une autre question en attendant que Joseph... S'il n'y a pas de question, moi, j'aimerais bien poser une question à Mathieu à propos de la Nouvelle-Zélande. J'ai toujours eu l'impression que tout le processus de libéralisation de l'économie qui avait eu lieu dans les années 80, c'est quand même un pays qui est un des premiers pays avec, à l'époque, c'était peut-être pas encore comme une économie avancée, mais c'est un des pays, un des premiers riches qui ont mis en place des processus de libéralisation très, très radical. Hein? Et j'ai toujours pensé qu'il y avait eu une diversification économique liée à cette libéralisation-là, d'où quand même un niveau de vie, une hausse du niveau de vie à partir des années 90. Mais toi, tu sembles dire que ça a été le contraire, il y a eu une concentration quasiment dans le secteur primaire. Est-ce que c'est bien ça? Oui, effectivement, il y a eu une libéralisation. Ça a comme été un peu le poster child là, Ouais. des trucs de libéralisation des années 80. Ils l'ont fait assez rapidement, puis assez raide. Puis ils l'avaient eu très difficile dans les années 70. La crise des années 70 qui n'a pas été facile à bien des endroits. Là. Mais eux, ils l'avaient eu assez difficile. Fait qu'il y avait quand même une sorte de poussée politique pour faire quelque chose. Le quelque chose n'était pas tout à fait défini, puis la gang qui est rentrée en poste, mais ils ont décidé que le quelque chose, ce serait une libéralisation complète, puis ils ont fait ça. Mais non, il n'y a pas eu une diversification. Il y avait même, ils produisaient eux-mêmes des automobiles là, avant la diversification, avant la libéralisation.
Il y avait un secteur manufacturier qui était assez développé. D'ailleurs, la Nouvelle-Zélande, au tournant du 20e siècle, donc il y a 100 ans là, et plus, ça avait été une des premières places à mettre en place des salaires minimums dans des secteurs industriels, manufacturiers qui étaient déjà présents à ce moment-là. Et depuis ce temps-là, il y a une reprimarisation de l'économie. En fait, c'est un petit peu ce qui se passe au Canada, si on veut, là. C'est que le secteur secondaire diminue, il y a un bout de tertiaire qui part, fait qu'ils font quand même un peu de high-tech puis de choses comme ça. Et il y a une grande reprimarisation de l'économie, mais une bonne partie de leur économie, c'est l'économie financière ces temps-ci. Puis comme je vous l'ai montré, c'est des compagnies australiennes qui s'en occupent. Fait que non, il n'y a pas eu une diversification. Puis j'ai, en tout cas, tu sais, je pourrais vous montrer, là, mais j'avais la liste des exportations devant moi. En fait, regarde, je vais vous repartager ça 2 petites secondes. Là. Voilà. Donc, on a, je ne sais pas si vous voyez, là, mais on a ici l'espèce de représentation des exportations du pays. Là. Fait que le lait à 13%, le beurre à 6,5%, la viande, le bois pas traité, le vin, les fruits, la caséine. On finit par arriver quelque part dans ce coin-ci à 2-3 produits manufacturés, là, mais toutes leurs exportations, c'est tout du secteur primaire, ou à peu près. Voilà. Fait que je vous enlève ça. Donc, non, il n'y a pas eu de diversification, c'était le contraire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'aurais une question à Mathieu. En fait, au niveau d'une diapo où effectivement tu avais évoqué que les clauses environnementales sont quasiment sans effet sur le secteur. Je suis pas, je suis pas politologue de formation, donc je ne sais pas si ça fait partie de la littérature en sciences politiques. Allô? Je crois que M. Chang a réussi à plugger son micro. Donc, Okay. Donc, je ne sais pas si ça fait partie de la littérature en sciences politiques, mais en fait, mais au niveau vraiment économique, il y a plusieurs preuves actuellement qui montrent que les dispositions dans effectivement les accords commerciaux, donc les dispositions environnementales dans les accords commerciaux ont un impact. J'ai un papier tout à l'heure qui va sortir tout à l'heure, en tout cas bientôt, au niveau toujours dans une revue économique, où effectivement, c'est bien démontré, notamment les dispositions qui sont liées au changement climatique ont un impact significatif au niveau des réductions des gaz à effet de serre. Donc, je ne sais pas si j'ai bien compris le point et puis voilà. Oui, OK. Ben, merci beaucoup pour la question. Je ne suis pas politologue non plus, soit dit en passant. Je suis économiste, moi également. Fait qu'on se dispute sur le même terrain, quelque part. Mais ce que je dirais rapidement, c'est que, bon, ben là, on est un peu pris. Ah ouais, mais moi, j'ai une étude, puis moi aussi, j'en ai une, puis on se tape un peu sur la tête avec notre étude pliée. Fait que ça va être difficile d'argumenter. Je reprojetterai la question. Il faudra qu'on en reparle finalement. Moi, la plupart des études que j'ai vues démontrent que c'est pas vrai que les accords ont jamais d'impact. C'est pas ça que je dis. Mais les accords du type de celui entre les États-Unis et le Canada par rapport aux pluies acides puis aux trucs, au soufre et tout ça, ça a un impact, c'est certain. Mais les dispositions commerciales, purement comme on avait un peu dans l'ALENA ou tout ça, les trucs de collaboration, ça, c'est beaucoup moins évident. Puis moi, les recherches économétriques que j'ai vues, les évaluations quantitatives que j'ai vues, c'est qu'il n'y a aucun résultat significatif. Mais après, je comprends que là, c'est un peu insatisfaisant comme discussion parce qu'on est pris avec « Ouais, mais moi, j'ai mon coefficient de mon bord, moi, j'ai mon coefficient. » Il faudra qu'on en reparle. Moi, je suis prêt à me faire dire le contraire, puis j'aimerais beaucoup qu'on fasse le contraire. Tu sais, je suis pas...
je ne suis pas attaché à avoir une politique commerciale différente. C'est vraiment subordonné à un objectif de transition écologique qui, lui, est un réel objectif. Si on peut y arriver avec des dispositions environnementales, tant mieux. Mais pour l'instant, moi, ce que j'ai vu, c'est que j'y crois pas tout à fait. Puis, bon, là, visiblement, le micro marche du côté de M. Chung. Mais après, je vais avoir une question aussi pour Zakaria, mais je passe la parole tout de suite à M. Chung. Mais il faudra qu'on se reparle pour cette question-là. C'est très bon. Allez-y, M. Je Chung. m'entends, là? Oui, on vous entend. OK. Merci beaucoup. Non, j'aimerais revenir à la présentation du professeur Daniel, la première présentation. In fact, the relation between capitalism and democracy is confrontational because democracy is for the common interest, whereas capitalism for the private interest. Therefore, there's a confrontation of interest. This is natural. But this war between the two systems has been deteriorating since the time of Reagan and Thatcher. And as the time passed, the democracy has been losing its ground to the capitalism. Now, there's a problem of asymmetric, symmetric forces between the capitalism and democracy is facing a real crisis. The coronavirus 19 will end up with the destruction of the small and medium-sized enterprises. That means that the democracy will lose further its ground. It means that eventually, when this thing's over, we see a world in which the wealth and income will be concentrated more and more in the hands of global corporations. Therefore, democracy has no means to survive. It may end up eventually with the dictatorship of the large global corporations. That means that we need a new regime, not a democracy, something else which is more viable. So I was wondering, Professor Daniel Kretschmer, your view on this possibility. Thank you. Well, this our session today is on the crisis, but of course, what I started out to say is there are so many unknowns. So it's like we're looking at a map in the 16th century, which says here are dragons, here is unknown territory. So we have to try to rethink or try to identify the crisis within the crisis, because we have, on one hand, this populist tsunami across the world. So there are over 500 million people who have voted for these authoritarian, big-chested leaders. So that's a huge force which is reinforcing inequality and the concentration of wealth in many societies. Now, one of the things that has struck me that maybe we should be paying more attention to is that there's a counter narrative of all places, in the IMF, in the European Bank, where issues, and in the European Union, where the inequality and the environmental crisis have been pushed to the front of the agenda with resources and I would suppose legitimization of these issues. So the issues that Matthew raises, and Zakaria raises about this crisis of food security in much of Africa are now becoming major public policy questions. So in the past, we had small groups of people
who focused, not small groups, but a global environmental movement focusing on this, but it didn't have the resources and perhaps the leverage that it needed. So the paradox is that in the middle of this massive economic crisis and health crisis, there is something else happening. And I don't know whether it will be a dead end or whether, in fact, it will be the kind of a turning point, a rebooting of the global public agenda around issues that are very different. I mean, this may be an opening, but we cannot underestimate the importance of the narrative at the global level that inequality, the environmental emergency, the developmental crisis is the failure of neoliberalism and these policies. So the question is whether we are coming to an end of austerity and hardline monetary policy, where and that we're now moving into some kind of, I don't know whether I'm overstating it or not. I'd like to hear other people are thinking, a kind of neo-Keynesian response to economic scarring and the public health crisis. I mean, it's so massive across the world that the neoliberals no longer are able to speak with much confidence because they are the cause of much of the misery and disaster which has occurred. Disinvestment in public health systems, carelessness, the authoritarianism of these populist leaders who defy science. So I wonder whether something is happening in the global crisis, then we need to have a different kind of perspective to capture it all, all of its contradictory aspects. Merci. Jean Dalcy aurait une question pour Mathieu. Jean? Bonjour, Jean Dalcy de la Confédération des syndicats nationaux. Donc, je vous remercie pour vos belles présentations. Donc, c'est pas une question, je pense que c'est plutôt une précision. J'aimais le cas de la Nouvelle-Zélande qui a été amené. Donc, on a vu qu'avec la libéralisation de l'économie de la Nouvelle-Zélande, il s'est produit une primarisation de l'économie, en fait, une baisse constante du secteur manufacturier dans son apport à l'économie. Mais je me demandais, en fait, est-ce que le professeur Mathieu a poussé sa réflexion dans le cas du Canada. Moi, mon humble avis, le Canada a vécu dans une certaine mesure la même situation, avec la libéralisation du commerce du Canada très poussée, en fait, par tous les gouvernements. On a constaté aussi que ce soit au Canada ou au Québec, une diminution de la part du secteur manufacturier, une forme de primarisation. Donc, on voit l'apport du secteur pétrolier dans l'économie canadienne et non seulement le secteur pétrolier, mais le secteur agroalimentaire qui est un secteur qui est quand même très développé au Québec, qui est poussé aussi dans les accords commerciaux. Donc, j'aimerais entendre le professeur Mathieu sur le cas du Canada, donc parce que nous, comme organisation syndicale, nous le vivons, nous avons vu beaucoup d'emplois en fait de qualité qui ont diminué dans le secteur manufacturier et ces emplois-là n'ont pas été recouvrés dans d'autres secteurs parce que les emplois créés dans d'autres secteurs sont parfois des emplois moins protégés. D'ailleurs, on le voit même dans une étude qui a été publiée par Statistique Canada sur l'impact, les difficultés que nous avons à protéger les régimes de retraite, par exemple. Donc, c'est en partie lié à cette primarisation de l'économie liée, associée dans une certaine mesure à la libéralisation des marchés, donc très poussée par nos gouvernements. Ça, c'est une première réflexion. La deuxième réflexion, vous avez faite que je trouve très intéressant et que je partage énormément, il y a une volonté, c'est ce que je peux appeler ça une volonté, c'est plutôt pour moi
une façon de bien paraître politiquement, d'intégrer des règles environnementales dans les accords commerciaux. Et je partage l'avis à savoir que on constate que ces règles-là n'ont pas vraiment de réel impact. Eh bien, la question pour moi, elle est évidente. Ces règlements-là n'ont pas d'impact parce que, premièrement, il n'y a pas d'obligations qui sont faites de la part de ces accords pour obliger les compagnies à prendre leurs responsabilités. Et de toute façon, l'objectif de tout accord commercial, c'est d'accroître le commerce entre les pays. Donc, une fois que tu pars de l'hypothèse qu'il faut accroître le commerce, donc ça vient de toute manière en porte-à-faux avec l'objectif environnemental. Donc, je partage tout à fait cette réflexion-là, mais j'aimerais vous entendre, par contre, concernant les conditions de travail, les lois du travail. Donc, est-ce que ce même problème-là ne se pose pas au niveau du travail et par rapport, en fait, à la détérioration des conditions de travail, compte tenu que c'est une concurrence qui se fait sur la base des coûts. Donc, si les accords poussent une concurrence sur la base des coûts, et même quand on intègre quelques règlements dans ces accords en matière de travail, on se rend compte que, eh bien, les objectifs demeurent très limités. Donc, j'aimerais entendre le professeur Mathieu sur ces éléments-là que je viens de dénoncer. Merci beaucoup. Oui, ben, c'est une très bonne intervention. C'est une super question. Donc, je suis content d'avoir. C'est plaisant d'avoir des gens aussi qui sortent un peu du milieu académique, sans doute à la CSN, un peu sur le terrain. J'avais aussi des bouts de ma présentation qui étaient déjà trop longues. Je sais pas, il y a quelqu'un, Marc-André a mis dans le clavardage 94 diapositives, ça fait peur. J'en avais des bouts sur les travailleurs, sur ici, donc c'est une présentation que je m'étais dit, je modulerais en fonction de la discussion qu'on pourrait avoir. Mais bon, je vous fais grâce, là, je ne vais pas vous les remettre d'en face, les trucs, mais ce que Daniel Drake disait tantôt sur la question des perdants, puis ses commentaires, est-ce que tout à coup, l'espèce de réaction un peu populiste devient intéressante? C'est lié entre autres au fait qu'il y a toute une gang de gens qui ne profitent pas tant que ça de la mondialisation, puis donc, à ce moment-là, qui cherchent une réponse. Puis la réponse, ben, on l'a d'un bord, on l'a de l'autre, mais on l'a souvent vers les extrêmes. Ça, c'est la réaction politique. Mais le symptôme, il reste réel. C'est-à-dire que cette mondialisation, c'est pas vrai qu'elle pousse tous les bateaux vers le haut, même si peut-être qu'en agrégé, qu'au total, elle le fait. Ça, c'est un premier point important. On parlait de coefficient d'économétrie tantôt là, avec Zacharia. J'ai un article que je pourrais vous envoyer, mais ça démontre qu'en fait, l'ALENA a contribué au Canada à une modération des salaires des travailleurs, simplement en les mettant en concurrence avec les travailleurs du Mexique. Entre autres, on voit qu'il y a un découplage encore plus grand qui se fait entre l'augmentation de la productivité au Canada puis le bout que les travailleurs reçoivent. Fait que ça, clairement, donc ce n'était pas dans ma présentation parce que je voulais surtout parler d'environnement cette fois-ci, mais clairement, il y a un cas là qui est important. Puis donc, pour les clauses, il faudrait en tenir compte. Par contre, je référerai à un article qui a paru dans Intervention économique du collègue Sylvain Zini, qui a écrit justement sur toutes les clauses par rapport au travail dans les accords récents, puis comme de quoi certains accords commerciaux récents essayent de prendre ça un peu plus au sérieux, puis d'en intégrer plus. Voilà, puis je pourrais envoyer le lien, mais en tout cas, ça se trouve assez bien dans Intervention économique, ça a sorti il n'y a pas si longtemps. Puis, c'est vraiment intéressant parce qu'on se dit effectivement, jusqu'à maintenant, c'est pas très opérant puis c'est assez négatif, mais il y a peut-être moyen de commencer à faire quelque chose avec les accords les plus récents. Mais on est vraiment au tout début, là. Il va falloir faire pas mal plus pour en arriver à une réelle protection des travailleurs que ce qu'on a là. Mais la clause par rapport au salaire ou tout ça qu'on a dans le nouvel accord avec le Mexique, par exemple, c'est un tout début de considérer ça. Autre point fondamental, je vais commenter sur 3 trucs. La deuxième chose, c'est que les entreprises elles-mêmes soient responsables, c'est fondamental. Si c'est tout le temps juste le gouvernement ou quelque chose de même qui est imputable, c'est un problème. Mais si
on subordonne la politique commerciale non pas à un objectif d'augmentation du commerce par et pour lui-même. Comme tu dis, c'est un problème fondamental. C'est ça l'objectif. Ben, c'est ça qu'on va avoir, mais on n'aura pas les autres objectifs qu'on pourrait vouloir à côté. Mais si on subordonne à des objectifs sociaux et environnementaux, bien, à ce moment-là, il faut qu'on rende imputables les institutions qui engagent dans ce commerce-là. Donc, s'il y a violation des droits des travailleurs, c'est la compagnie qu'il faut qu'il soit imputable, pas le pays dans son entier à travers des restrictions de commerce ou des choses comme ça. Même chose pour les questions environnementales, même chose comme ça. Ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Puis, ce n'est pas fait vraiment pour l'instant. C'est un problème. Et la troisième affaire, ce qui était la première partie de l'intervention sur le Canada, oui, tout à fait. J'ai choisi de parler de la Nouvelle-Zélande parce que ben, je m'étais dit que l'Assemblée connaîtrait bien le cas du Canada. Donc, le cas du Canada, puis la transformation en un pétro-État, on la connaît pas mal, mais je suis entièrement d'accord qu'un processus semblable s'est passé ici. Puis d'ailleurs, ma prochaine recherche économétrique, là, la prochaine fois que je me mets devant des données, puis j'essaie d'avoir du plaisir, c'est comment est-ce que les accords commerciaux ont pu avoir un impact sur cette reprimarisation-là. Puis comme nous, on l'a fait en fonction d'industries extractives, puis surtout du pétrole, est-ce que ça augmente justement notre impact environnemental? Si on s'en va vers la production d'un des pétroles les plus polluants sur cette planète-là, puis c'est là que la libéralisation du commerce nous pousse, ben, est-ce qu'on peut se dire que cette libéralisation, d'un point de vue environnemental, elle est négative? Mais oui, oui, tout à fait. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les exemples canadiens, puis néo-zélandais, tout ça, puis je vais conclure là-dessus. Puis en fait, je vais peut-être même conclure, si c'est moi la prochaine question, je vais peut-être même conclure sur la question que je vais lancer à Zakaria pour lui lancer la rondelle. Pourquoi je parle de la Nouvelle-Zélande, pourquoi je parle du Canada, c'est qu'on a toujours l'image que c'est les pays du Sud là, qui se font pousser dans une primarisation de l'économie, puis alors que les pays du Nord, nous, on reste diversifiés, on reste des économies avancées à haute valeur ajoutée. Mais le même processus, on n'est pas immunisé contre ça là, parce qu'on est un pays du Nord. Là. La Nouvelle-Zélande, c'est un pays développé, assez riche, puis tout ça, puis néanmoins, le processus a lieu. Le processus a lieu ici. C'est simplement un truc qui vient avec la libéralisation du commerce en fonction du système économique, tout simplement, avec la libéralisation du commerce et des flux de capitaux. On n'est pas immunisé parce qu'on est un pays du Nord. Fait que le Canada, tout à fait aussi. Mais donc, alors Zakaria, puis bon, j'espère donc que ça répond, mais très belle intervention de Jean. Supposons qu'on prend donc ces éléments-là, puis je regardais avec beaucoup d'intérêt toute la présentation pour le Burkina Faso, puis c'est sûr que c'est dramatique pour une partie de la population. Si tout à coup, on ferme les frontières alors qu'une bonne partie de la bouffe est importée, mais le monde crève de faim, c'est évident. Donc, c'est dramatique, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas, bon. Mais justement, est-ce que cette spécialisation-là, est-ce que cette libéralisation-là c'est pas une belle illustration d'un vecteur de dépendance là aussi? Au Québec, techniquement, on a toutes les ressources nécessaires pour être amplement indépendant d'un point de vue de culture, mais on ne l'est pas du tout. On importe une vaste partie, une vaste majorité de notre bouffe parce que par à côté, on fait du porc puis on fait un paquet d'affaires qu'on exporte ailleurs. Tant que tous ces échanges-là se passent, ça va, là. Mais la minute qu'on a une crise mondiale qui fait que tout ferme, ben là, on peut avoir un problème. Moins ici parce qu'on a les capacités de payer et de les garder ouvertes, les frontières, mais ça devient dramatique dans le cas du Burkina Faso. Donc, ma question est la suivante. Est-ce qu'il y aurait une possibilité d'imaginer une reconfiguration un peu du système pour redonner un peu plus de résilience ou d'indépendance là, où on est vraiment mieux de continuer à aller dans un système spécialisé comme on a là? Voilà. OK, en tout cas, merci. Je pense que ce que j'ai présenté, en fait, c'est... Oui, je crois qu'il y a Daniel qui veut parler. OK, je réponds. OK. Ce que je pense que, en fait, ce que j'ai présenté là, en fait, était un rapport qui m'avait été demandé, mais en fait, si je peux aller plus loin dans mes conclusions, c'était de dire qu'effectivement, ce qui serait intéressant, premièrement, c'est de refuser toute exportation, donc des céréales, tout ce qui est produit, vu que le Burkina exportait une partie, de complètement interdire cela, et puis de regarder au niveau de l'apport énergétique et l'apport nutritionnel, donc de garder les céréales qui remplaceraient donc d'une part le riz et puis le blé dans effectivement le processus de production,
de les conserver, que l'État, en fait, comme à l'instar de l'Inde, donc achète un stock, une réserve et les centralise. Après, au moment, effectivement, des périodes où il y a de la sécheresse, où il y a des difficultés, ben, de les redistribuer. Maintenant, il y a un problème qui surgit, c'est le problème de conservation. Il n'y a pas vraiment ce qu'on appellerait, comme en Inde, de grenier national où on conserve le riz, l'État conserve le riz et puis redistribue lorsque les coûts mondiaux, en fait, sont très élevés. C'est de voir effectivement ce processus-là. Mais pour répondre à la question, c'est que le Burkina aujourd'hui ne peut pas vraiment opter à dire que je vais être autosuffisant actuellement. C'est techniquement impossible en termes vraiment de ressources. Et donc, comment on appelle ça, les aliments sont en grande partie importés. Il va falloir vraiment un grand changement technologique dans le secteur agricole pour pouvoir y arriver. Néanmoins, on peut diminuer la dépendance dans ce secteur-là en rééduquant effectivement la population à se concentrer sur les produits déjà en fait disponibles au sein donc dans le pays. Donc c'est là. À de court terme, c'est ce on peut faire. Peut-être à long terme, continuer le développement et l'amélioration de la technologie dans le secteur. C'est vraiment les deux approches qu'on peut, mais du jour au lendemain, on ne peut pas fermer les frontières parce que la demande est assez forte et c'est largement difficile de combler cette demande-là. Allez-y, Daniel. So I think my remarks about the crisis would underline the importance of geopolitical impacts at the local level. And I think one of the important things I learned from Mathieu today about New Zealand, which I visited some years ago, is that it has made a fundamental change in its relationship with China, part of the Belt and Road Initiative. It has overcome deep cultural, political constraints and attempted to rethink itself as part of the Pacific region and to build on its strengths. And it has swung 180 degrees from neoconservatism to a kind of social democracy. So I think what is important is local, national leadership and change of policy. Often I think in Canada and other countries, we feel very fatalistic, that we are kind of locked in a time capsule, and it's a kind of darkness at noon moment with no agency. So it's interesting that also that we have to think a lot about the crisis as a time of geopolitical change, which makes some things possible. That is, the refocus on the local and national level is very important, because even if it's the agenda now is captured by the populists, it also raises the issue of everything that has gone wrong with neoliberalism and its overdeterminism, its orthodoxy, its blind following of economic slogans, so that we see different changes. I would have talked a bit about these new trade agreements, which are quite different from the Anglo-American model of free trade that we have seen, particularly with
the China's regional economic partnership with 16 countries, including some of the strongest economies in the world and some of the weakest economies, emerging market economies. So I'm saying that we have to sort of think about these geopolitical impacts and how different social movements will try to build and mobilize around the challenges they present. So that was a bit, I guess, my remarks. I guess the biggest thing that's happened on the energy emergency is the Americans canceling XL pipeline, which is actually it's actually a gift to us to end Alberta's export of this dirty oil to the United States. So we have to be able to say, well, this is a plus for us on the environment, but it shouldn't be the Americans who are making that decision for us. It should be Canadians and people in Alberta and the people across Canada who should be supporting that initiative as a step in the right direction. So there are a lot of things we have to factor in and try to come to deal with our darkness at noon moment. Merci, Daniel. Il est 2 heures. S'il n'y a pas d'autres questions, on pourrait peut-être s'arrêter ici. Donc, au nom du... Oui, allez-y. Je me permets juste, comme juriste, de mettre en relief un paradoxe. Je trouve ça toujours très intéressant, les conférences du CIM. Puis j'ai beaucoup apprécié, même si je suis arrivé en retard, les conférences d'aujourd'hui. Comme juriste internationaliste, mon seul commentaire, j'aurais eu des questions, mais mon seul commentaire, c'est de montrer à quel point il y a un décalage entre le droit international, puis par ailleurs la place prépondérante des entreprises multinationales dans le système économique international. On parlait de responsabilité tantôt. Dans le système juridique international, c'est un système qui repose justement sur l'exercice des tribunaux nationaux pour sanctionner les crimes et les violations qui sont commises par les multinationales. Quand on regarde d'un point de vue juridique les entreprises multinationales, malgré leur importance sur le plan économique, ils n'ont pas le droit de conclure des traités, ils ne peuvent pas entrer en relations internationales, ils n'ont pas de privilèges, ils n'ont pas d'immunité. Donc, c'est à travers une immense œuvre de lobbying et à travers des rapports de force économique que le système juridique international a permis justement la globalisation des entreprises. Donc aujourd'hui, je vous dirais que le débat sur la responsabilité est entre les mains du Conseil des droits de l'homme à l'ONU. Ça fait quand même quelques années que les principes de Ruggie ont été énoncés, mais en ce moment, on n'est pas à la veille de voir un véritable traité susceptible de mettre en place des institutions et des mécanismes pour sanctionner à l'international, comme on le fait maintenant dans le domaine pénal depuis que la Cour pénale internationale existe, puis même un peu avec les tribunaux ad hoc avant. Donc, je pense que ce paradoxe-là, il n'est pas à veille d'être résolu, mais vous avez mis le doigt dessus. Puis, si j'avais eu à poser une question, j'aurais posé la question du caractère plurivoque de la transition écologique. Transition au pluriel, parce que la définition même de ce concept-là n'est pas évidente. Là. Il y a des gens pour qui la transition écologique, ça passe par la décroissance, par l'écologie sociale. Il y en a d'autres pour qui ça passe par le développement durable ou ça peut s'inscrire à l'intérieur de l'économie capitaliste assez classique. Donc, écoutez, j'aurais eu beaucoup de questions à poser, mais je voulais simplement remercier les panélistes pour la qualité de leur présentation, puis j'ai beaucoup apprécié. Là. Parfait. Merci beaucoup à tous les participants, à tous les panélistes. Ça a été une conférence fort intéressante et on va se revoir au mois de février. Si je ne me trompe pas, la date de la prochaine, ça devrait être le 26 février, donc le dernier vendredi de chaque mois. Et donc, encore un grand merci à tous et à tous. Et on se revoit dans un mois. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au Merci revoir. beaucoup. Pendant qu'on est encore branché, Zacharia, tu peux-tu